Yes, Bah, ça de fait ouf. plaisir. Ça fait Ouais, plaisir, les grave. gars. Donc, ça y est, le rec est lancé. On va pouvoir démarrer ce jeune podcast. Première, en plus, Mathis, je crois que c'est la deuxième fois qu'on se parle, littéralement. Et on s'est dit, tiens, Ouais. il y a un truc cool qui s'est passé la première fois. Ça serait quand même très, très intéressant d'enregistrer ces conversations parce que ça peut servir à pas mal de personnes qui sont dans cette optique de scale. Je vous propose, les gars, qu'on fasse un petit tour de table, tout simplement pour déjà se présenter et présenter la pertinence qu'on peut avoir, pourquoi les gens devraient nous écouter. Et on va commencer avec ce cher Massy. Euh, Est-ce que Wow. tu peux introduire un peu ce que Honneur. tu fais, qui tu es, rapidement, rapidement et Ouais. Très rapidement, pour aller au plus bref possible, parce que succinct vaut mieux que trop explicite, on aide des agences à se structurer et à scaler du moment qu'elles font au minimum 100K et au maximum 10M annuels. On va les aider pendant n'importe quelle de leur phase de croissance. Les phases de croissance, c'est une longue théorie qu'on aura le temps de développer très longuement lors de tous ces enregistrements. Et nous, notre métier, c'est de quoi? C'est de faire en sorte, surtout, d'accord, qu'ils aient un business au service de leur vie et pas l'inverse, parce que tu peux vite finir esclave de ton projet dans le monde du service. exactement. Écoute, c'est très très propre. Très très propre ce elevator pitch. On a fait 2 étages et on a déjà capté très très bien ce que tu faisais et la pertinence que tu pouvais avoir là-dessus. On va enchaîner avec notre cher Bats. Donc Bats et moi, on travaille ensemble, peut-être pour ceux qui nous découvrent en regardant cette vidéo. On a l'agence Monétrise et on est plus sur le côté infoprenarial. Massy, c'est le GOAT sur le modèle agence. Nous, on essaye en tout cas d'être les GOAT sur le modèle infoprenarial. Bah, je te laisse présenter ton rôle dans Monétrise. Ouais, ça va être difficile après la présentation de Massy, là. J'ai pas mal de pression. Non, je rigole. Donc moi, je gère tout ce qui est tracking, ads, infrastructure, automatisation, associé avec William, et on scale tous les deux des infopreneurs. Donc on a plusieurs success stories et en un an, là ça fait un an pile que la boîte est lancée. On a généré 2,5 millions pour nos clients on Done for You et Done with You, et on aura l'occasion d'en parler. Yes, carrément. Et moi, très brièvement, bah, voilà, je suis l'associé de Baptiste. Moi, c'est plus la partie closing, la partie sales de manière générale, setting et donc cette fameuse partie management aussi, parce que qui dit scaler dit besoin de plus d'humains. Et forcément, quand il y a plus d'humains, ça devient la merde. Et il faut savoir gérer tout ça et bien accompagner les talents pour qu'ils performent. Ok, les gars. Bon, je pense que là, ça permet un petit peu de situer ce qu'on fait, qui on est. Sur ce podcast, comme c'est un premier, on va un peu trouver nos marques, on va un peu trouver aussi notre façon de fonctionner. J'aimerais commencer avec une petite question très simple. On a vécu donc la majeure partie de 2024. Massy, toi, c'est quoi la plus grosse leçon de business cette année que tu pourrais partager? Quelle Une des question plus possible, grosses? celle-là? Tu commences bien? Ah Non, ouais, ouais, vas-y. En ça vrai, commence très très fort. la meilleure leçon business qu'on peut avoir, c'est que avant même de vouloir scaler son business, c'est bien de scaler sa vie. Pourquoi? Je vais Développe. développer, bien évidemment. Je mets des petits moments de blanc et tout, on rythme le truc, ça devient plus sympa. Alors, tout simplement parce qu'en réalité, la valeur de votre temps se décuple avec votre scalabilité. Vous n'avez pas la même valeur de temps au lancement de votre projet que quand votre boîte fait 100K. Donc, c'est mensuel. Donc, en gros, ça signifie plusieurs choses. Qu'il y a plein de tâches que vous faites dans votre vie au quotidien qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et souvent, la première chose qu'on va avoir à penser, c'est qu'on doit d'abord scaler sa boîte. La réalité, elle est un peu différente. Parce que l'aventure, faut la kiffer. Et pour la kiffer, bah, c'est bien de se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, le meilleur moyen de le faire, c'est de déléguer plein de tâches inutiles au quotidien, en tout cas chronophages, et qui deviennent de plus en plus irrationnelles. Typiquement, moi, je sais que j'ai 2 mails. Bon, ça va faire, putain, ça va faire une mini je le sens, ça va faire un choix. J'ai 2 femmes de ménage à domicile, un jardinier, un pisciniste, un cuistot. Et je me suis jamais aussi bien porté dans mon entreprise parce que du coup, j'ai pu pousser mon modèle à son paroxysme avant de vouloir le déléguer. Ce qui m'a permis de mettre le nez en profondeur dans tout ce qui pue la merde et que je trouvais pas assez bien fait. Et du coup, ça, tu peux pas le voir. Parce que quand tu es un petit peu trop en recul sur ton modèle, pour plein de raisons évidentes de non-délégation personnelle, eh ben, tu sens pas quand ça sent la merde. Parce qu'elle sent que jusqu'à un certain niveau et une certaine distance. Alors que quand tu n'as plus le temps et que tu es bien dans le deep, c'est nickel. Parce que des petits détails infimes, c'est des sujets qui te coûtent énormément d'argent quand tu délègues trop vite. Hyper smart et hyper intéressant. Donc voilà, c'est un peu c'est la vie de Sheikh à Dubaï là. Ah, fallait pas le dire. Ah Non, merde, ah en merde. fait,
Non, je rigole, c'est bon, c'est pas dérangeant. En vrai, ouais, on est bien, on est tranquille, quoi. Le but, Yes, c'est quand même d'avoir une vie privée intéressante. On travaille pas pour pas se faire plaisir. t'as raison. Et carrément, du coup, c'est quoi là, tu as parlé de déléguer donc toutes ces tâches-là, donc dans le fait de scaler sa vie privée, de retirer tout ce temps qui est mal disposé. Tu as parlé aussi de se faire plaisir. Comment est-ce que là, toi, tu te fais plaisir quand tu réachètes ce temps-là, comment tu le réinvestis? C'est quoi ces choses-là qui te font vraiment plaisir? Eh ben, en réalité, aujourd'hui, déjà à l'instant T, il faut connaître un peu ma situation personnelle. Donc, je vais la détailler. Vous la connaissez un peu, mais je vais la donner pour l'auditoire. Moi, je suis marié depuis 10 ans. J'ai que 32 ans. Arrêtez de vouloir me donner un âge que j'ai pas pour tous ceux qui écoutent. Ils vont croire que j'ai 40 piges. J'ai 32 ans, je suis jeune, ok? Je rentre dans la maturité. Donc, en gros, j'ai 2 enfants, une petite princesse de 5 ans, une autre de 3 ans. C'est toute ma vie. Ok? Donc, je suis entouré de 2 princesses et d'une reine. Et mon rôle à moi, mon objectif numéro 1, c'est qu'elle kiffe. Point final. Donc, pour ça, j'ai pu déléguer une partie du temps qui était du temps chronophage de la vie de parents pour justement avoir que des moments kiff avec notre famille. Première chose qu'on a effectuée. Deuxième sujet, grâce à ça, ça nous permet aussi d'avoir du temps à mettre en place des éléments et à se mettre avec plus d'intensité sur notre partie business. Pourquoi? Parce que ce temps-là que j'ai alloué à ces choses-là, c'est du temps que maintenant je peux allouer à d'autres sujets qui sont beaucoup plus valuables parce que plus porteurs. Et une heure d'économiser sur ce genre de sujet qu'on met dans notre business, c'est quand même énormément plus valorisant. Et surtout, ça a un meilleur effet de levier. Donc déjà, c'est ces deux sujets-là. Et ensuite, comment je retrouve ça au quotidien? Évidemment, c'est toujours appréciable de piquer ta tête, de pas avoir à te faire à graille, de pas ranger derrière toi. Plein de raisons. Et de faire en sorte que tout est toujours nickel, propre, impeccable. Quand quelqu'un vient à la maison, quand on les invite, quand les gens passent. Deuxième sujet, c'est Ah, bien de ça, c'est piquer des têtes sous-coté. en novembre. Ouais, de ouf. Tu sais, tu fais rien, les gens viennent, tu Ah, profites le moment, t'es à fond dans le moment. Tu réfléchis pas, putain, sa mère, un ou deux verres. Prends 4 verres si t'as envie, mais on s'en fout. Tu vois? Et deuxième moment aussi intéressant, évidemment, le matin, j'ai ma petite routine. Moi, j'aime bien me baigner, tu vois, avant de commencer le travail, parce que ça détend, ça te met dans des bonnes dispositions. Donc, on est en novembre, elle est chauffée, puis il fait pas très froid à Dubaï, je ne cache pas. Donc, on est plutôt bien. Et ces éléments-là, c'est des pas trucs ce qu'on arrive à problème-là. scaler. Pour ça, non, on les a pas. On les a pas aussi pour des sujets fiscaux. Il faut en parler. Deuxième short. En vrai, tout l'argent que j'ai pas payé dans les impôts, il a financé mon lifestyle et j'en suis très content. Parce que je suis contre le T'as système raison. et la redistribution française. Voilà. Alors, on aura le temps Là, d'en il y aura détailler des ce haters. sujet, mais Ah. ouais, je m'en fous. Ouais, mais ce qui est drôle en plus, Aimez-moi ou aimez-moi. c'est que là, tu vois, on est. Et t'as 100% raison. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a des profils assez différents, en fait, déjà géographiquement. Parce que toi, Massi, donc t'es à Dubaï, Bat, t'es à Bali, et je vais te laisser aussi introduire ça et en parler. Moi, je suis en France, donc moi, je suis en plein dans ce truc-là où je me fais gifler par les impôts à mort. Donc, je comprends ce que tu me dis, mais après, franchement, J'ai rien si contre j'étais la dans une autre redistribution. situation personnelle, Après, faut timorer quand même. J'ai rien contre la redistribution du moment qu'elle est Mm. bien faite. La réalité, c'est que quand on voit la Je tendance suis d'accord. baissière en France, j'ai un peu moins envie de donner mon argent là-dedans. Donc, ça veut pas dire que je ne donne pas pour autant. Tu vois, moi, je suis musulman et à côté, je fais beaucoup de dons. Mais c'est mon choix personnel. Et au moins, je sais que ça va dans les bonnes bouches. Ouais, tu choisis aussi. Ouais, Voilà. ouais, grave. Et du coup, oui, je partage ce truc-là. Et effectivement, là, tu sens que en France, tu as de plus en plus de mesures qui sont pas dans le sens où ça soutient les entrepreneurs. En fait, tu as l'impression d'investir dans une boîte qui ne peut pas performer, tu vois. Genre, tu es un venture capitaliste de l'enfer. Genre, tu sais, tu choisis que les mauvais véhicules d'investissement et c'est un peu ça avec les impôts. Mais Après, bon, en France, il après, y a des stratégies que ouais, tu peux utiliser pour justement payer moins d'impôts. Il y a toujours des trucs. En fait, il mais il faut faut pas trouver mal la faille. d'ingénierie. Mais en fait, Ouais, il faut et pas il mal faut payer d'ingénierie. ses avocats. Tu payes des avocats fiscalistes, tu fais des montages avec des holdings et tout. C'est un peu ce que je suis en train de découvrir aussi et de faire en ce moment à ce niveau-là. Mais in fine, tu auras toujours un retard de Faut une développement mère par qui part. rapport à d'autres. Ouais, exactement. Qui sera plus petite. Mais c'est très, très difficile. En tout cas, peut-être que j'ai pas encore les connaissances aussi, mais d'aller atteindre un niveau d'imposition qui serait de l'ordre de moins de 10%. Tu vois, je vois pas trop comment tu peux y arriver, en tout cas, facilement. Euh, Contrairement à, tu vois, D'ailleurs, des situations comme tous les deux, où du coup, tout ce que tu payes pas en impôts, c'est aussi des leviers d'acquisition de. Tu le Investissement, citais, croissance. ouais, tu peux réinvestir dans ta propre croissance et du coup, tu as un côté d'accélération qui est plus intéressant.
À l'inverse, moi, ce que je peux faire, c'est créer du patrimoine à la limite en levant de la dette, en ayant du levier bancaire, chose que vous avez moins à votre disposition. Mais voilà, la seule raison pour rester en France, en tout cas dans une dynamique d'enrichissement, je pense que c'est d'utiliser ce levier bancaire à mort et le leverage de la dette. Sinon, C'est c'est ça. juste trop, Et comme moi, je fais Regarde, pas tu trop de l'as dur. prouvé. crédit C'est ce que visuel tu étant l'as. musulman, tu vois. Bah voilà, toi toi t'es au meilleur endroit où tu peux être par rapport à tes convictions, tes croyances, même le kiff global, tu vois, pour en tant que CEO d'agence, je pense qu'à Dubaï, t'as du réseau de fou à faire. Sympa. On rencontre des belles personnes, il se passe plein de belles choses et les gens sont cool et c'est un vrai hub. Ouais. Après, Bah en fait, quand on habite dans un pays où il y a plusieurs entrepreneurs, il y a du gros réseau à se faire. Et à Bali, c'est pareil comme à Dubaï. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. En fait, pour déclencher ces opportunités, il faut sortir. Et quand on a un business, qu'on veut vraiment scaler, au final, on sort pas enfin, on sort pas souvent. Et surtout quand on a une vie de famille, je pense. Donc, Massy, toi, tu dois être chez toi, dans ta villa. Tu as ta piscine, tu as ta femme, tu as tes deux filles. Donc forcément, les opportunités, elles ne se créent pas en un claquement de doigts. Et c'est pareil de mon côté. Après, en et vrai, du la coup, parle-nous un création de petit peu de contenu toi, ta attire pas leçon. mal de monde. Ouais, Ouais. c'est une façon de Ça sortir vous sans sortir de chez développe soi. sans avoir besoin de bouger. Ouais, exactement. Voilà. Yes. Du coup, bah ta grosse leçon business toi cette année. Les rencontres et le fait de s'associer. Je pense que quand tu t'associes à la bonne personne, c'est là où tu peux décupler ta force de frappe. Une association qui est bien faite, c'est juste un pur bonheur de parcourir parce que c'est vraiment une aventure. Moi, je ne le vois pas comme un business où il y a juste des chiffres. Je vis ça comme une aventure. Et tous les jours, auprès de ton associé, tu as des responsabilités, tu as des trucs, des comptes à rendre en fait. Et tu dois toujours, entre guillemets, enfin, pardon. Euh, Surperformer. Ouais, bon, bref. Et c'est vraiment ça pour moi qui a vraiment changé. Certaines rencontres et mon avis sur le fait de scaler sa vie perso, elle est sous-cotée à mort. Je veux pas faire de compétition, mais moi j'ai 5 femmes et hommes de ménage. Donc ils viennent 3 fois par semaine. J'ai un mec qui s'occupe du jardin, de la piscine. Enfin vraiment, je me fais livrer les plats tous les jours, etc. Je ne pense strictement à rien à part ma copine, mon chien et mon business en fait. Il n'y a rien d'autre. Et mes amis, évidemment. Parce que les amis, il faut qu'on en parle. C'est un sujet qui est trop important dans le monde du business parce que c'est grâce à eux que tu te sens bien dans la vie de tous les jours. C'est grâce à ça que tu arrives à surperformer. Voilà. Nice, nice, nice. Et bah écoute, passer en dernier après ces deux goats là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme leçon business? Allez, c'est nous Euh, qui te posons la ah, question. C'est quoi la meilleure leçon que tu as eue cette année complète? Choisis bien, hein. On sait ah, que t'as c'est pas pas évident. délégué, Vous que avez t'as pas donné 20 des. femmes de ménage en France. Non, 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 mec, c'est moi la femme de ménage pour l'instant. Il faudrait que j'utilise j'utilise les chèques emploi-service là. Ça c'est année prochaine, c'est finito. Tu vois, là je vais déménager en janvier, c'est finito le ménage. Là je pense à vous tout à l'heure, je vais passer l'aspirateur. Je suis putain, ça sert à quoi de scaler son business si si je suis là avec le Dyson, tu vois? Putain, j'ai rien compris. Alors ma meilleure leçon, ma meilleure leçon business, euh, je pense que une des épiphanies que j'ai eues, en tout cas, c'était en termes de management. Les années précédentes, donc j'ai été sales manager, j'ai géré des petites sales teams à peu près avec un peu moins d'une dizaine de closers. Et là, en le faisant pour plusieurs clients dans le cadre de l'agence, je me suis au maximum, je crois qu'on avait à peu près 40 personnes à manager. Donc des setters, des closers, enfin différents, mais principalement des closers et des setters. Et c'est là où j'ai appris sur le terrain, c'était un peu mon laboratoire de, OK, quel leader tu as envie d'être? Parce que qui dit manager des personnes dit forcément incarner une position de leader. Et j'ai vraiment travaillé sur cette posture-là de comment tu fais pour à la fois faire en sorte que les choses soient faites tout en inspirant les gens, qu'ils aient confiance en toi et que tu arrives à les garder même quand ça va mal. Et dans ce sens-là, j'ai pu tester pas mal de choses. Il y a vraiment cette notion de posture aussi parce que qui dit scaler, à un moment, forcément, même si tu es dans le SaaS ou autre, tu vas avoir des personnes qui vont te rejoindre. Et pour que les personnes et les personnes talentueuses restent, il faut que tu incarnes une certaine personne. Il faut qu'ils aient confiance en toi. Et comment tu fais pour être quelqu'un en qui on a confiance? Comment tu fais pour être quelqu'un en qui on croit? Et comment tu fais pour être quelqu'un qu'on n'abandonnera pas même quand ça ira mal, tu vois?
Et ça, évidemment, tu as le fait de bien payer les gens, ça c'est une chose, d'avoir des primes, tout ça. Mais un A-player, il reste pas juste parce qu'il y a des primes. Un A-player, il reste parce qu'il croit en la vision que tu lui proposes et là où tu l'emmènes. Et je pense que c'est ce truc-là sur lequel j'ai pas mal travaillé cette année et qui m'a permis de grave grandir. Parce que là, je revois, tu sais, sur l'iPhone, souvent, tu revois des photos de toi de il y a 1 an ce jour-là ou il y a 2 ans ce jour-là. Et si t'as pas honte de la personne que tu étais il y a 1, 2, 3 ans, c'est que t'as pas grandi assez vite et assez fort. Et je dis pas que j'ai honte totalement non plus, mais je me dis, ah ouais, il y a un gap quand même qui a été créé. Et je pense que la notion de scaling, tu vois, pour revenir sur le scaling personnel, je dirais cette petite phrase-là, c'est si t'as pas honte de la personne que tu étais il y a 1 an, c'est que t'as pas grandi assez vite. Et je pense que ça permet de finir un peu la boucle avec ce qu'on se disait avant, les gars. Allez, short. Allez, sorte. Ah ouais, tu vas faire les shorts à la suite, ça va être incroyable. Yes, alright. Ok les gars, bon ça commence fort là ce premier podcast, je suis très content de la tournure que ça prend les gars, c'est cool. Euh, de quoi on pourrait parler pour un peu introduire? Après je pense qu'on pourra faire des thématiques très ciblées. Là ce qui est intéressant c'est que... Ouais, vas-y Bat. Ouais, il y a un truc freestyle, juste pour qu'on en parle. Ça revient à dire ce que tu disais globalement. C'est se comparer avec soi-même d'avant. Le fait de se sentir, de ressentir une vraie honte quand tu te regardes toi il y a 1 an, tu vois. Et donc, c'est la comparaison avec soi-même. Et depuis que j'ai supprimé tous les réseaux sociaux depuis 3 ans maintenant, j'ai vraiment ressenti un vrai gap sur ça. Avant, en fait, je regardais vraiment tout ce que faisaient les autres et ça me mettait l'espèce de... Je sais pas comment le enfin, je sais pas comment le dire, mais à chaque fois, je me comparais avec les autres, je me dis, mais vraiment, je suis une merde, j'atteindrai jamais ce niveau-là. Et depuis que je l'ai supprimé, sincèrement, je me compare seulement avec moi-même et je me sens beaucoup mieux. Et je peux vraiment surperformer sur mon propre domaine, tu vois. Et j'ai pas... En fait, j'ai mis des œillères. Et c'est vraiment ça. Et derrière, ça a développé des amitiés de fou. Je me suis plus rapproché de ma copine. J'ai adopté un chien. En fait, tout ça dégage de certaines choses et je pense que c'est très nocif pour le cerveau. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Quel est votre... Ce qui est ouf, c'est que Bat, il dit ça. Bat, franchement, c'est ma référence à chaque fois que je parle de lui. T'as 24 ans, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais moi à 24 ans? Tu vois, quand je vois un Bat, quand il aura mon âge, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, Bat à 30 ans, il est multimillionnaire, il a, tu vois, genre, je sais pas ce qu'il fait, mais tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Alors que toi, tu te dis ça, vu le mot que t'as aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est dingue, ouais, c'est que tu te dis que le standard est tellement élevé, et c'est effectivement une pollution pour le cerveau, les réseaux sociaux, parce que si un mec comme Bat, il ressent une pression comme ça, tu te dis, le mec, euh, genre, je sais pas si vous vous souvenez de ce short Un là peu que je voyais générationnel en passer vrai, ça. justement. Je pense qu'il y a, Je sais il y a pas une si part de vous ça voyez. aussi. Parce que nous, on a été peut-être Parce un que peu moins genre, ouais, exposés, William, tu vois, Massy. ouais, on est moins là-dedans parce qu'on s'en fout. Déjà, par nature, on était dans la transition du contenu. On n'était pas dans l'ère du content. Genre, l'adolescence, on l'a vécu Exactement. tranquille, t'as capté. Et c'est Ouais, intéressant à voir c'était ça, sur, parce que je vois sur le tous les tard. jeunes. Mais ouais, mais vraiment tous les jeunes. Et même maintenant, plus jeunes maintenant, même Young Mm. à 16 piges. J'accompagne un gars qui fait 40 gars par mois à Mm. 16 ans. Pour information. Petit bisou Théo. Et, en gros, je me rends compte qu'ils ont une anxiété de compétition naturelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans une comparaison constante. Par contre, ce qu'a bien précisé Baptiste, et c'est trop bien, c'est que la seule bonne compétition, celle qui est saine, c'est celle face à soi-même. Parce que celle face aux autres, on a déjà, jamais tous les vrais tenants et les aboutissants de ce qu'on voit. Les images sur les réseaux sont souvent galvaudées. Deux, c'est pervers, mauvais, et c'est pas motivant en réalité. C'est pas parce que vous regardez des gens qui sont trop loin que ça va vous donner envie d'arriver aussi loin. C'est intéressant de se comparer potentiellement à des personnes qui sont juste à un escalier ou deux. La réalité, c'est que quand vous regardez un truc qui est un fossé entre quelqu'un qui vient de start et celui qui fait 10-20 Ouais. M, l'effort à Ça consentir démotive. pour y parvenir, il est démotivant à souhait. Donc, il faut faire attention à ça. Ouais, c'est comme dans le Mm. sport. C'est que tu vas regarder un espèce de goth, le trash talk, voilà, et en fait, ça va motiver sur du court terme, mais long terme, tu vas perdre espoir à 100%. Tu vas dire, vas-y, bon, il m'a trop inspiré, il a un physique de fou, vas-y, je vais me mettre à la salle, je vais commencer à prendre des prots, créatine, tout ça. Au bout d'un mois, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, bon, ok, j'ai pris 3 kilos, mais je suis pas non plus un muscleur, tu vois. Et C'est en pas soi, avec ça ça, que ça je vais être un beau se... gosse. Ah, exactement.
Elle commence à avoir les pecs, hein. Ouais. Ouais, on a vu Non, mais tu sais, c'est quoi, William, le signe que ça va bien côté sportif? C'est les petits Dis-moi. boutons ouverts qui nous laissent entrevoir. Ouais, c'est ça. C'est le décolleté. Ça veut dire, C'est le décolleté je suis à plongeant. l'aise. Je suis à l'aise dans mon corps. Vas-y, Ouais, je le remets. je me sens bien, je vais pas me le cacher. Ah, vous avez vu. Yes, yes. Ah putain. Et non, c'est super intéressant. Et même les réseaux sociaux, là, ce qui est dur, si tu veux, c'est aujourd'hui, et bah tiens, ça va faire une petite transition, c'est pas un truc que j'avais prévu de parler, mais que je trouve très smart. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qui est très dur, c'est de réussir à les utiliser sans les consommer. Parce que pour comprendre les codes, tu es obligé d'en consommer un petit peu. Quand on consomme un petit peu, tu regardes sur ton téléphone le temps que tu peux perdre là-dessus. Et moi, souvent, carrément, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai plus mon téléphone dans mon bureau. Pourquoi? Parce que je sais pas si ça vous arrive, ça. Tu es entre deux tâches. Tu ouvres ton téléphone, tu réponds à un mec sur WhatsApp. Ou non, le pire, tu réponds à un mec sur Instagram. Tu sors du message, hop, tu as perdu 10 minutes à scroller, à regarder de la merde. Tu fais, mais putain, qu'est-ce que je fous là, tu vois? Et c'est vraiment une. Je pense que le téléphone en tant que tel, c'est un des pires ennemis quand tu veux scale, en tout cas quand tu veux mettre une grosse intensité dans ta croissance. Et il faut que tu le sortes de ta vie le plus possible. Mais paradoxalement, tu en as besoin aussi. On est à l'ère du content, à l'ère de la marque personnelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mis à faire des trucs sur YouTube avec Bat. Sans grande conviction au début, on s'est dit, bon mec, il faut qu'on fasse pour le branding, tu vois, c'est sûr que sur le business, ça aura un impact en termes d'acquisition si on arrive à montrer un peu ce qu'on fait pour que les gens aient confiance, on ait de la crédibilité et qu'on puisse voilà, attirer aussi des potentiels prospects. Et au début, on le fait sans trop de grande conviction, on poste quelques vidéos sur YouTube. Vraiment, on avait pris une agence qui était, l'agence était très forte d'ailleurs, mais nous on n'avait aucune idée de pourquoi on faisait les choses. Donc on était en mode, on a fait les 3-4 premières vidéos, c'était très random. Agence de montage, il faut préciser. Agence de montage, ouais, agence de montage, exactement. Agence de montage, donc c'était très random les premières vidéos qu'on fait. Et après, on s'est dit, vas-y, on va partir sur une strat très beau fou, tu vois, on va faire du content. En gros, si ça ne résout pas un problème très précis que tu rencontres, tu regarderas pas cette vidéo-là, tu vois. Et ça nous a ramené, genre, vraiment allez, j'allais dire, pas des vingtaines non plus, mais pas mal de rendez-vous très, très qualifiés. La plupart, on les a closés, on avait genre 70% de personnes qu'on a eu en appel qui sont parties après avec nous sur 3 mois. Et on s'est dit, putain, mais YouTube, c'est trop puissant parce qu'avec une chaîne où tu as même pas au débarrage, on avait genre 200 abonnés, même pas, tu vois. Et bah avec Ça 200 n'a pas abonnés, de tu arrives à forcément, ouais. avoir genre 150 vues. Sur les 150 vues, tu as 3-4 personnes qui se disent vraiment putain, ces mecs-là peuvent m'aider. Et tu vas pouvoir monétiser ça. Et donc, les réseaux sociaux en tant que tels sont une excellente source d'acquisition, mais il faut vraiment être dans cette posture où tu vas juste les utiliser, mais tu vas pas les consommer. Et c'est ce qui est dur parce que du coup, tu te dis, bon, je sais pas trop ce que je vais faire comme contenu, je vais m'inspirer un petit peu. Tu perds, ça m'est arrivé de perdre presque une après-midi entière à essayer de faire une étude de marché. Ok, qu'est-ce que fait Charlie Morgan? Qu'est-ce que font les gros infopreneurs US comme content pour que moi je puisse un petit peu émuler ça? Et ouais, tu peux t'y perdre. C'est pour ça le contenu, c'est tout un sujet. Et on est encore au début de ça avec Ouais, Batch. J'ai l'impression que c'est un cycle, hein. En fait, moi, parfois, je retélécharge les réseaux sociaux sur mon tel et j'ai tout le temps accès en fait sur l'ordi, mais j'y vais quasiment jamais. Et quand je veux m'inspirer, bon, bah là, c'est un but précis pendant un cycle, pendant genre une semaine, bah, je vais regarder. Et c'est comme des périodes de down dans un business, euh, tu sais, où tu es là, tu es en remise en question. En plus, là, on arrive en 2025, donc il y a tous les trucs qui se mettent dans notre tête et tout. En fait, il faut détruire pour reconstruire après. Et c'est pareil avec le content, c'est que là on a fait beaucoup de beaux fous, donc des vidéos pour ceux qui ne nous connaissent pas. On faisait des vidéos où on détaillait chaque email, chaque ad, comment nos méthodes de management, comment on onboard nos closers, setters. En fait, on partageait tout gratuitement de A à Z. Enfin, si vous voulez monter un business et scaler, enfin, il y a tout sur YouTube. Euh, et ça, on l'a donné gratuitement. Et là, on aimerait se renouveler. Donc là, on arrive sur un autre cycle. Et là, je pourrais m'autoriser de me dire, oh, bon, là, je vais regarder pendant une semaine, je vais regarder à droite, à gauche. Et ensuite, pendant cette semaine, dès qu'elle se termine, je cut et je fais que ça. 3 mois après, je me retourne, je me dis, OK, bah, quels sont les résultats? Bon, bah, c'est l'histoire. Enfin, c'est peut-être le moment de changer. Et là, dans ce Mhm. cas-là, en fait, tout est une question de cycle. Genre, à chaque fois que C'est intéressant. je vis un truc, un down ou un up, je me dis, bon, bah, ça peut. Je suis très pessimiste et en même temps optimiste, mais c'est parce que je sais que ça peut se retourner à tout moment. Ouais, grave. D'ailleurs, le marché, il est en pleine évolution là. Ça serait intéressant, vu que toi, Massi, tu es vraiment sur la partie très B2B. Nous, on est sur la partie Ouais. très B2B2C en réalité, parce qu'on est pas mal sur des infopreneurs. Toi, c'est quoi un peu les grandes tendances que tu as
en termes de stratégie d'acquisition, en termes de pub, peut-être c'est de manière assez générale, ce que tu as pu observer sur cette année 2024? YouTube va devenir le canal prioritaire de toutes les boîtes B2B. Pour des raisons évidentes de business model et de revenus pour Google. Et en fait, j'aime bien dire aux gens qu'il faut qu'ils regardent les tendances macro pour comprendre où ils doivent aller. On a eu des ères dans la vie. Tu vois, c'est pour ça que ce que dit Baptiste, c'est très intéressant. Il a 24 ans, il parle de cycles. Donc, en gros, il y a toujours des cycles. Il y a une ère Facebook. Et tu vois, genre, William et moi, on l'a connu. Genre, il y a un moment, frère, c'était des créateurs sur Facebook incroyables. Ça buzzait dans tous les sens. L'algo n'était pas paramétré. Donc, tu avais une visibilité infinie. Il y a eu la même ère sur Insta. Il y a eu l'ère de LinkedIn il y a 5 ans, où tu étais un robot, t'écrivais pipi caca, t'avais 400 000 vues, quoi, si on devait simplifier. Il y a une nouvelle ère qui est que maintenant les algos ont appris beaucoup, sont très bons dans l'algorithme de recommandation, se foutent un peu plus du volume d'abonnés de celui qui recommande, mais s'intéressent beaucoup plus à la qualité de la recherche. On commence à le ressentir. Regardez juste une recherche. D'accord? Et c'est pour favoriser l'émergence, parce que c'est une ère où ils en ont besoin, de créateurs B2B plus type. Il ne faut pas oublier que là, aux US, ils sont en train de lancer une plateforme qui est très intéressante pour vous, justement, dans le modèle, qui est un petit peu l'académie, je crois, sur YouTube, un truc comme ça, qu'ils vont appeler, je sais oublié comment ils l'ont brandé. Ça va être le lieu où tu vas pouvoir aller héberger ta formation, entre guillemets. Ouais, C'est un j'ai bon vu que modèle. dans le même, tu sais, quand tu postes une vidéo aujourd'hui, quand tu uploads une vidéo sur YouTube maintenant, enfin, peut-être que c'était le cas un petit peu avant, mais quand tu scrolles en bas de ta vidéo, tu peux sélectionner que c'est une thématique éducation, problem solving, walkthrough, tu vois, tu as des différents trucs pour expliquer précisément le problème que tu résous. Parce que là, l'ambition de YouTube, comme tu l'as dit, c'est d'avoir une database de. Enfin, c'est le côté tuto de YouTube qu'on avait pu avoir il y a quelques années, mais poussé vraiment à son paroxysme pour que, je pense peut-être qu'avec des IA ou autres, quand tu vas demander la résolution d'un problème, bah, on pourra te rediriger non seulement sur ce que te dirait un chat GPT, mais une vidéo précise qui montre précisément comment tu résous ce problème-là. Et le fait de l'écrire dans le référencement de la vidéo va permettre d'avoir une certaine granularité, une finesse sur bah voilà, des problèmes très deep et précis que tu cherches à résoudre et bah, avoir quelqu'un qui l'a résolu avant toi et qui t'explique précisément comment le faire. C'est ça, parce qu'en plus, il faut aussi prendre en compte qu'aujourd'hui, le search évolue, la compétition dans le search évolue, ChatGPT prend de plus en plus de place dans le search, TikTok prend de la place à Google dans le search, et donc le search se réinvente. Et c'est les créateurs de contenu qu'on va pousser demain, et ce ne sera plus des articles de blog. Donc, en ayant un peu cette conscience macro, le B2B est toujours en retard sur le B2B2C ou sur le B2C, tout court. La création de contenu, c'est un truc mainstream. Il n'y a aucun e-commerçant qui fait de création de contenu. D'accord? Il y a encore des boîtes qui se créent qui font pas de création de contenu dans le B2B. Industrie, tout ce que tu veux. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, si on analyse avec un tout petit peu de recul les 5 dernières années, les boîtes, elles sont, même les bonnes boîtes B2B, elles sont brand focus et elles sont portées par de la création de contenu, des aspirations personnelles, tout simplement parce qu'on t'achète toujours toi avant tes produits ou tes services. Qui que tu sois aussi strict que tu veux, la frontière entre vie privée et vie professionnelle, c'est un mirage qu'on fait miroiter à tout le monde, qui n'existe que dans le monde du salariat, mais qui en réalité, dans la partie vente, etc., n'existe pas. Donc, casser ces frontières, se servir de YouTube, qui est quand même une plateforme très evergreen et très intéressante, c'est ce que toute entreprise devrait commencer à faire sérieusement, en tout cas sur 2025, si elles veulent prendre des places qui ne seront plus accessibles demain, et il faudra avoir encore des nouvelles plateformes, des nouveaux changements, mais des Ouais, changements et pour en ce moment. Samovons, il avait tout prédit. Ouais. C'est fou parce que tu vois, Samovons, je sais pas si t'as écouté, mais en gros, pendant une période, bon, il faisait que des vidéos sur YouTube, ça ok. Et ensuite, il a complètement arrêté pendant plusieurs années, genre 2 ans. Il a plus posté, enfin, il y avait absolument aucun contenu. On voyait plus sa tête de nulle part. Et le seul réseau social qui a perduré dans le temps, qui continuait à lui rapporter des ventes et des vues, c'était YouTube. Pendant 2 ans, il n'a pas posté une seule vidéo. Il a quand même fait des centaines de milliers, voire des millions d'euros sans rien C'est faire, la force sans de ad, sans YouTube. rien. Mais Ouais, Instagram, C'est c'est affreux. éphémère, clairement, LinkedIn, c'est éphémère, tout est éphémère. Sauf cette plateforme. tous les autres, ouais. Tous les autres, tu as une notion d'actualité. En gros, tu sais, tu fais même un tweet, tu fais bah, voilà, un Reels. En plus, des fois, les Reels, tu vas plus te prendre la tête que sur une vidéo YouTube où, en gros, tu es en compétition avec tellement de personnes quand tu es sur des Reels parce que les personnes tombent sur toi un peu par hasard versus quand tu es sur YouTube et elles viennent te chercher.
Tu vois, tu cherches à résoudre un truc. Donc, la démarche dans laquelle tu vas consommer le contenu est très différente aussi. Donc, il y a tous les points positifs qui te dirigent vers YouTube en mode c'est la plateforme où il faut être. C'est là où, en fait, les efforts que tu vas faire pour créer du contenu pertinent et de qualité vont perdurer le plus possible dans le temps. Et voilà, si tu as, si t'as une plateforme, et ça va aussi pour les infopreneurs aussi, YouTube est vraiment très puissant. Nous, après, on va pouvoir spécifier, il y a d'autres éléments de stratégie qui vont être différents, mais sur les institutionnels, je suis d'accord, ils commencent à s'en rendre compte, mais comme souvent, il y en aura beaucoup C'est qui encore vont light, hein. se retourner Mais trop là, tard. Ouais. ouais, même là, c'est encore très light et il y a un vrai gros problème dans le B2B, c'est qu'ils font du copycat, du copycat, quoi. Tout le monde fait la même chose. Essayez d'avoir un petit temps d'avance. Dites-vous, OK, ce qui est consommé aujourd'hui, c'est ça. Pour quelle raison? Donc voilà, qu'est-ce que moi, je devrais trouver comme ADN de création de contenu et arrêtez de vouloir faire 500 formats. Faites-en déjà un qui marche bien et après, on aura le temps d'en faire d'autres. Ouais, et tu Yes. vois la comparaison avec Kudak, Théo Lyon qui a très bien réussi son coup, et il a ouvert l'esprit à combien de boîtes B2B. C'est abusé. Combien de personnes se sont lancées sur LinkedIn après l'avoir vu péter sur les réseaux, tu vois. Et c'est trop smart parce que c'était un gamin de, je sais pas, 22 ans quand il a commencé Kudak. Et il a très bien joué son coup avant tout le monde, surtout dans le marché francophone, il était quasiment le premier. Donc c'est très fort de sa part. T'en Ouais, as plein qui c'est ont le mec pété qui comme était le ça. plus à la frontière entre l'infopreneur, enfin, il doit détester s'il entend ce truc et je le qualifie d'infopreneur, et le mec du monde, tu vois, il est à la frontière pour moi un petit peu entre les deux parce qu'il inspire aussi beaucoup d'institutionnels et beaucoup de personnes qui sont créateurs de contenu. Je sais qu'ils suivent ce qu'il fait parce que c'est très pertinent. Et d'ailleurs, dans son branding, tu vois, justement, il n'a pas parlé que de business, il a parlé de ses challenges personnels, il a fait ses podcasts aussi et tout. Donc, c'est vraiment une brand à 360 degrés et pas juste orienté Ouais, que mais sur un business. Ouais, mais attends, il y a un petit truc que j'aimerais vous partager. Du coup, j'ai un peu digué tout ce qu'il faisait et tout, et Et il a partagé ses stats. En gros, sa chaîne Personal Brand où il partage sa vie perso, se scaler soi-même, etc., et atteindre les 10 millions. En gros, il a dit, j'ai produit exactement le même nombre de contenus. Pourtant, j'ai eu 5 fois plus de rendez-vous qualifiés sur ma chaîne Kudak en parlant de sujets très beaufous, très spécifiques au sujet des agences. Donc, en vrai, euh, tu vois, il y a un entre-deux à trouver. Et en fait, ce qu'il disait, ce qu'il partageait, ça le faisait kiffer d'inspirer les gens. Mais derrière, il mettait trop d'énergie sur sa personal brand pure et dure et pas assez sur Kudak. Pourtant, c'est ce qui ramenait le plus d'argent in fine à Kudak, tu vois. Et ce c'est qui me vrai que les gens ils frustre préfèrent te voir vraiment en sur conférence Théo chez Lyon, l'État pendant 2 heures que de te voir attendre ta vie. Ouais. Après, c'est pour ça qu'il faut pas tomber dans la vanity metrics parce que ce qui est sûr, c'est des vidéos où tu vas dire, enfin, des trucs perso, tout ça et tout, vont faire plus de vues, mais vont te rapporter beaucoup moins de rendez-vous qu'une vidéo où tu résous un problème précis que la personne est venue chercher à résoudre à travers ta vidéo. Et c'est Il y a eu comme ce ça qu'on a problème eu des avec les rendez-vous avec Bat shorts. aussi. Il y a eu ce problème avec les shorts, la viralité C'est-à-dire, des shorts qui a attiré la mauvaise audience, qui faisait au final baisser le taux de visionnage sur ouais, la bonne chaîne exact. YouTube. Ça, Nous, c'est on un nous a petit conseillé de tip, pas ça faire de aussi, pour shorts les sur YouTube. infopreneurs. Enfin, Ouais, voilà, il y a un ouais. problème avec ça. On nous a conseillé de pas faire de shorts sur YouTube et de les faire que sur des plateformes style TikTok et Instagram parce que ça peut te niquer ton reach pertinent. Et d'ailleurs, nous, un truc, C'est je sais pas comment? si Bat, tu veux en parler. On a voulu booster un petit peu au bout d'un moment la chaîne pour avoir cette logique de OK, là, les vidéos, elles font pas beaucoup de vues, mais elles nous ramènent pas mal de rendez-vous par rapport au nombre de vues qu'on fait. Let's go, on va en booster certaines. Et Bat, tu peux peut-être en parler. Juste après ça, ça a cassé un peu le reach pertinent qu'on avait sur nos vidéos. L'algo Donc, naturel. un Ouais, conseil de l'algo boost. naturel. Ouais, restez sur un algo naturel, les gars. Fuck le ça nous a silicone. un peu tué, hein. Sincèrement, c'est vraiment. En fait, pour mettre le concept, enfin le contexte, Google a sorti une nouvelle fonctionnalité. Vu que je suis dans le media buying et que j'ai des media buyers et on en parle tout le temps, je me suis intéressé à ça. Et fonctionnalité pour avoir plus de vues sur des vidéos YouTube existantes et plus d'abonnés. Euh, on avait des bêtes de résultats, on générait beaucoup de rendez-vous, on closait à 60 voire 80% nos deals sur des vrais montants à étiquette. Donc vas-y, let's go, on commence à scaler cette partie. Dès qu'on a commencé à mettre en plus un peu de budget, on a vraiment vu un stop net par rapport à l'algo YouTube qui nous recommandait plus. Pourtant, j'ai vraiment ciblé des personnes très précises. Je suis allé diguer sur nos concurrents. Je ciblais seulement des personnes qui étaient abonnées
ou qui avaient visionné X heures de contenu sur nos concurrents. Et malgré ça, ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, tu as eu de la vanity metrics dans le sens où je pense que quand tu mets ça, tu vas voir que naturellement, tu as plus d'abonnés. Ça nous a permis d'avoir un peu plus d'abonnés. Ça, c'est OK, mais on s'en fout de ça en fait. On a eu un peu plus de vues, OK, mais pareil, on s'en fout parce que la metrics, la clé pour nous, c'est combien de rendez-vous ça nous a rapporté. Et en termes de rendez-vous purs et durs, on en a eu de manière très anecdotique par rapport à ce qu'on avait avant. Et c'est vrai que du coup, derrière l'algo, là, on a sorti des vidéos derrière qui avaient presque plus du tout de reach et on n'avait plus de rendez-vous sur ces vidéos. Donc, ça va se remettre en place. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a niqué un mois de contenu pratiquement avant de retrouver, tu vois, ce côté où ça met notre contenu devant la bonne En personne qui peut précisant que vous potentiellement n'avez prendre un pas rendez-vous. changé de contenu, de ligne édito, etc. Donc la seule variation, c'était bien le fait de tester le media buying. Ouais, ouais. Et en fait, c'est pareil que les shorts. En vrai, on prend vraiment la comparaison avec ça. C'est sûr, ça amène une autre audience et donc forcément moins de reach et ça nique tes stats de vidéos YouTube. Moi, ce que j'aime Yes. faire, en général, par expérience, avec un peu plus de background maintenant, c'est quand il y a une nouveauté, elle est bonne, mais elle n'est pas encore bien calibrée par l'algo. Laisse les gens se casser les chicots dessus et reviens dans 6 mois quand elle a été suffisamment bien travaillée pour que justement elle soit valuable pour ta boîte. C'est une J'ai bonne vu un façon mec de qui a voir le fait un truc. short qui m'a fumé. Il a dit j'apprends pas de mes erreurs, j'apprends des erreurs que je fais faire à mes clients. Ah, Et le bâtard. en gros, ça m'a tué. Ça m'a tué. Et, euh, et je me dis, putain, ouais, c'est pas mal, c'est assez drôle. Mais non, ouais, l'idée, c'est. On aime bien aussi, nous, tester les trucs directement avant de les conseiller. Pour le coup, à l'inverse, tu vois, on se fait un peu le bouclier humain de nos clients. Ou alors, ce qui est intéressant, c'est que tu regardes tes concurrents le faire à la limite. Mais on ne voulait pas prendre le risque de donner ça à nos clients avant même de nous avoir backtesté le truc et d'être sûr de ce qu'on allait proposer. Ouais, surtout, en fait, on a la possibilité de tester des trucs sur des grosses chaînes parce qu'on travaille avec des clients qui ont plus d'1 million d'abonnés, etc. Et donc, enfin, là, je parle pas de stratégie YouTube d'abonnés, mais des stratégies plus dans le setting, dans le closing, dans les ads et tout. On teste avec eux parce qu'on peut se permettre d'avoir une marge d'erreur et c'est OK et on a la pleine responsabilité de ça. Euh, Derrière, ça va pas nous coûter beaucoup, enfin voilà, on peut se le permettre et derrière, dès que ça marche, dès que c'est validé, on peut le conseiller à des clients qui, eux, ont plus de peur de dépenser en ads, de faire des erreurs et tout, qui peuvent être C'est ça, critiques. t'as une partie des gens qui est prêt à faire de la R&D du moment que tu l'énonces bien, il n'y a pas de souci. De là, à aller faire comme il l'a dit dans le short, les erreurs sur leur côte sans les prévenir, je suis pas chaud. Ça ne ressemble pas en tout cas. Ça, ouais, ça, Mais, c'est move de bâtard, ça. Move de bâtard. Yes. Et du coup, Bat, on peut peut-être embrayer un petit peu sur les observations qu'on a fait sur le marché B2C. Donc toi, je pense que tu auras plus de choses à dire sur toute la partie média buy et tout, parce que c'est tellement changeant et ça va tellement vite. Juste pour enchaîner moi sur la partie sales pure et dure. En soi, la vente, elle évolue, mais elle évolue pas aussi vite qu'évolue le marketing pur et dur au niveau du dessus. Parce que quand tu as des personnes qui sont d'excellents vendeurs, tu vois ces compétences-là, il y a des petits ajustements, mais qui sont minimes sur 10 ans. Du moment que tu restes pertinent, t'as pas trop de problèmes. Là, ce que je sens, c'est que le marché, forcément, plus le temps passe, plus ils sont habitués aux méthodes de vente aussi. Donc, il faut réussir à garder cette authenticité dans l'échange que tu as avec lui et pas avoir trop l'air d'un vendeur. Tu remarques aussi que des systèmes de vente, je trouve, comme les webinaires, par exemple, les gens, ils savent que quand tu leur proposes un webinaire, c'est que tu vas leur refourguer quelque chose à la fin. Donc, ce marché-là a pas mal évolué. Et nous, ce qu'on a tendance à conseiller à nos clients comme méthode de fonctionnement, c'est vraiment la VSL aujourd'hui. Je trouve que c'est ce qui est le plus evergreen avec du webi, mais plus occasionnel. Là, on a cette strat-là avec un des clients qui a super bien marché. C'est tu restes sur de la VSL globalement et tu fais un gros webi par trimestre. Et à chaque fois qu'il fait un webi, du coup, là, c'est incroyable parce qu'il y a le côté rareté. Mais je suis pas fan du mode de fonctionnement qui arrivait il y a quelques années de ça encore, même jusqu'au Covid, où tu fais un webi par semaine, par exemple, tous les dimanches. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose que je conseillerais plus trop à mes clients. Ouais, ouais, c'est exactement. démodé. Et puis en vrai, le Webic, le mec a déjà vu 3 fois. Ça, vous l'avez déjà vu celui-là ou Ouais, ils pas? sont tous sur la même Vous structure en l'avez vu, plus. c'est Ouais, ouais. ouais. Et derrière, même ces promotions à répétition et il y a plus de. En fait, tu dévalues ton offre et tout. Donc, en fait, ça coûte beaucoup à l'entreprise sur du long terme. Les tendances sur du media buying, en fait, c'est encore une fois, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps des cycles. C'est-à-dire que pendant le Q1, alors on l'a vécu. En fait, t'as personne qui a fait de l'ADS en juin, juillet, août.
et ben forcément, tout le budget des 3 mois a été alloué sur une seule période pendant un mois. Donc les CPM, ils ont complètement explosé. C'était vraiment un délire. Il y a tout qui a flambé. Et donc, pour se réajuster par rapport à ça, bah, il y a différentes méthodes, mais c'est compliqué. Euh, et pareil, là, on est Black Friday, donc on prépare tout. Là, on a déjà commencé à faire du très très sale, hein, je le remarque sur novembre, alors que ça n'a même pas commencé. On a commencé la promo en back-end avec quelques petits emails, les closers qui ont la possibilité de faire des réductions, du follow-up, etc. Rien que sur ça, on arrive à faire du cash. Et derrière, on va être très agressif en ads sur le Black Friday. Mais de toute façon, tout est une période de cycle et c'est ultra répétitif. Enfin, pareil, il n'y a personne qui va faire de l'ads en décembre. Si tu fais de l'ads, ben, ok, tu as un e-com ou ça peut être pertinent si tu as un commerce de coin, why not? Parce que c'est Noël, parce que c'est. Voilà, mais sur du closing, tu as 80% de no-show, tu vas pas foutre un billet, sachant que la personne ne va pas du tout être dans une ambition d'achat, en fait. Donc, et Ouais, tu as une saisonnalité. Sur les business infoprenariat, tu as une vraie saisonnalité. Nous, tu vois, on mise gros sur janvier. Enfin, tu vois, là, on a des personnes qui sont dans le fitness. Janvier, c'est un des meilleurs mois de l'année. C'est le fameux mois des résolutions. Pareil pour les business infoprenariaux de formation ou autre. Janvier, tu as surtout ceux qui ont un segment de clients qui est assez jeune, on va dire les 18-24 par exemple. Ils ont reçu l'argent de papier mamie à Noël, tu vois. Tous les infopreneurs, ils veulent capter cet argent-là qui a été reçu à Noël de la part de papier mamie. Donc janvier, ah mais je te jure, mais de toute façon janvier en général c'est un mois où tu vas bien renflouer les caisses et c'est le mois qui lance bien ton Q1 en plus, donc c'est cool. Et tu vois par exemple à contrario, un mois d'août, nous on le sait au niveau des no-shows c'est démesuré parce que le mec il a le choix entre aller au rendez-vous qu'il a booké ou aller à la plage ou aller boire un apéro avec les copains. Tu te doutes bien que t'es troisième dans la liste de ses priorités. Donc c'est vrai que dépenser beaucoup de budget à ces périodes-là avec tout le taux de no-show que tu vas avoir, même si tu récupères un email que après tu vas pouvoir nurture, parce que là aussi un truc moi que je sous-estimais de ouf, j'avoue avant, c'était les emails. Et là quand tu travailles avec un bon copywriter, les emails c'est ultra ultra puissant même sur du B2C. Et bah là, on a eu des résultats de fou grâce à ça, j'ai une notamment. question à te poser, Massy. Mhm. Qu'est-ce que tu penses tu sais, l'Emlist, tu vas scrap des emails et pour vraiment du B2B pur, tu vas envoyer des emails personnalisés, tu fais un truc propre, tu vois, tu fais pas un truc, tu vas pas du spam, tu Une vraie bonne strat. vois. Moi, Qu'est-ce que t'en penses? j'ai un avis bien tranché en ce moment et pourtant, je viens de la vente à la base, hein. Donc, j'ai pas trop de problème avec ça. J'ai aucun a priori sur ce sujet-là. J'ai même fait du call à l'ancienne. J'ai fait du tap-tap quand j'avais commencé ma carrière. Donc, on a de quoi voir. Franchement, dans 2024, ok? Bientôt en 2025, s'il vous plaît. C'est le futur, ça y est, normalement, on a en maturité. Aujourd'hui, les algos savent prospecter à votre place. Pourquoi vous vous cassez encore le cul des heures entières à envoyer un message qui sera jamais au bon moment parce que de toute façon, c'est le bon moment que pour 1% des gens, d'accord? Avec une approche souvent qui va dégrader la réputation dans le B2B surtout. Parce que, c'est bon, si t'as autant d'adal que ça, c'est que forcément t'as des besoins et que t'es pas forcément le plus valuable sur le market, voire mieux, t'es en train d'éduquer la cible pour ton concurrent. Moi, j'ai tendance à dire qu'en ce moment, la outbound, il est intéressant sur certains marchés, US, etc. Parce que j'accompagne des boîtes à l'international. Donc, évidemment, il faut quand même que je timore le sujet. Mais en FR, c'est mal perché. Alors, oui, ça va révolter plein de boîtes à outbound. Parce que oui, le cold call, ça rapporte aussi des rendez-vous. Mais ça rapporte les rendez-vous sur les 5% de target addressable market. Mais ça aussi défonce votre réputation sur les 95% des gens qui n'étaient pas prêts à acheter tout de suite et qui ont l'impression que tu es un rat crevé, un vampire qui vient leur sucer le sang. Donc, je préfère faire Ouais, de la outbound to inbound, de me servir de ces outils-là pour aller doper potentiellement avec la bonne cible mon accroissement organique qui va rentrer dans ma machine inbound et qui viendra naturellement se faire nurturer par mes contenus. Et je me sers des ads pour Mm. aller chercher le target addressable market de manière moins relou, moins agressive. Parce que mine de rien, même si on les prospecte avec de l'ads, quand c'est eux qui cliquent, ils ont l'impression que c'est eux qui viennent à toi. 100%. 100%. Et tu le vois, derrière, tu peux utiliser les coordonnées pour aller faire du follow-up et faire. En fait, l'appel setting en inbound, il est trop puissant. Il est trop puissant.
tu reçois combien de réponses? Quel est le taux de réponse face à un inbound en setting vs un outbound call calling comme ça? Ça n'a Donc aucun 100%. sens. Et encore, c'est le ratio temps passé, Ouais, non, c'est. ROI. Et quand tu commences à réfléchir intelligemment, faut se dire, OK, tout ce qui est cold, il faut essayer de le faire en sorte que ça soit des strats qui viennent nurturer, warmer, et pas des strats qui viennent pêcher. Pour qu'ensuite, on puisse aller Hmm. pêcher au bon endroit, au bon moment. Ouais, et d'où ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est là où ça boucle un petit peu ça, c'est le fait que te rendre présent sur YouTube en étant bien positionné sur des problématiques que tu résous, que ton client tombe sur toi, qu'il rentre dans ta boucle, et une fois qu'il t'a laissé un email, là, il va recevoir vraiment full valeur, ça va l'éduquer, son niveau d'awareness va augmenter jusqu'à ce qu'il soit ready to buy. Et quand tu es la référence pour ton client en termes de putain, c'est vrai que ce mec-là, j'avais vu, c'était hyper pertinent ce qu'il m'a donné gratuitement, bah, si à un moment il veut investir pour aller plus loin, probablement tu seras dans top of mind, tu vois, et ça, tu feras partie des 2-3 personnes auxquelles il pense. Et après, quand il y a prendre rendez-vous avec toi, il faut assurer sur la partie conversion avec tes closers. Surtout qu'en plus, en B2B, la grande différence qu'on va avoir avec le marché infoprenarial, B2C ou B2B2C, c'est que les time to deal sont allongés. Bien On sûr, n'a pas un time to deal d'urgence. Donc, tu fais on y pas a un plus time, le temps. tu fais pas un. Tu fais ton Ce qui timer, est tu passes pour un incroyable et escroc. ah non mais c'est incroyable les séquences et c'est là où c'est drôle, c'est que tu peux avoir quelqu'un qui te connaît pas du tout. Tu vas le toucher avec. Ça marche pas sur tout le monde. T'en as qui ont besoin de plus d'éducation, d'être un peu plus sensibilisé à ton contenu. Tu vois, la règle de Google, je crois que c'était, il doit avoir 4 heures de contenu consommé via 11 points de contact différents. J'ai plus les chiffres exacts, mais il y avait cette notion-là qu'ils avaient mis en place. Pourtant, on a réussi à closer des deals et pas mal de deals sur une personne qui ne te connaît pas, qui a une ads, clique sur l'ads, regarde une VSL, book un rendez-vous à 24 heures. Au bout des 24 heures, bam, le closer. Et tu vois, là, t'es time to acquire a customer 48 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, Tu vois le mais, truc. Mais mais tu on peux l'a pas, on l'a et ça, tu vécu. peux pas le faire en Ça. prospection. Non, non, B2B, c'est trop. Enfin, il y a il y a déjà beaucoup plus de méfiance aussi. Et un côté où. Ouais, c'est pas dans les codes. C'est pas la Non, façon c'est pas dans de. les T'as des codes. On parle décisionnaires. de vrai call, encore une fois de plus. On parle pas de quelqu'un qui est dans ton content, que tu Hum, viens citer. Ça fait facile. Bien sûr, Surtout bien quand tu sûr. commences à avoir une belle répute. Ouais. Tout le monde te répond, tout le monde veut travailler avec toi. Ouais, c'est l'occasion d'enfin pouvoir lui parler, donc on prend rendez-vous. Mais on parle d'un vrai call qui te connaît pas, qui est une boîte qui est dans ta target, qui, on va dire, est niveau 3, tu vois, vraiment hors de ton réseau. Ah, il va te prendre. Mais en ads, il va venir, il va se faire nurturer, il va kiffer la VSL, il va arriver en rendez-vous, il va se faire en plus bien warmer en pré-R1 pour qu'il reçoive sa petite chaîne sympathique avec ta méthode, tes cases, etc. Il arrive, il est impeccable. Tu viens en outbound, c'est ton ennemi en fait, il est en mode combat. C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il essaie de me refourguer? C'est ça la mentalité qu'on a derrière l'outbound cold pur quand on reçoit des messages. Et en vrai, ce que tu vas toucher, c'est uniquement des gars dans l'urgence. Donc potentiellement dans des problèmes intenses. Donc ils vont remettre sur toi beaucoup de problèmes, voire ceux que tu ne dois pas résoudre. Ou des mecs en galère financière, ils sont prêts à tout, ils sont chauds. Premier bon message, vas-y, go, quoi. Yes. Et d'ailleurs, ça 100%. me fait penser à une autre méthode d'acquisition qui est très puissante aujourd'hui et qui est assez. Enfin, selon les industries, elle est sous-utilisée, c'est la reco. Aujourd'hui, je sais pas, toi, dans les clients que tu as, Massy, combien tu as eu par reco d'autres clients qui étaient genre juste super satisfaits du service? On a un K factor de 2,8. Coefficient de viralité pour les non bilingues. Voilà. Et en gros, moi, mon hyper focus, c'est de faire en sorte que chaque client me ramène un ou deux clients minimum. Ouais, Alors, ça, on a c'est des insane. mécanismes, des façons Parce que de le c'est tellement faire, ça facile. se travaille. Évidemment, tu as toute une façon de faire, mais sur la théorie de base, quand tu as un mec qui te recommande, le deal, enfin, c'est tellement facile à closer. Derrière, en plus, moi, c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps sur un rendez-vous, parce que la personne, elle connaissait deux de mes clients. Et les deux étaient super satisfaits. Et donc, tu vois, à la fin, j'essayais même pas de closer. Je fais, mais tu vois, je préfère que ça soit eux qui te Les... parlent des résultats. J'ai pas envie de, Ouais, tu sais, de voilà. dire ce qu'on fait. Genre, juste pose-leur des questions. Genre, tu sais, anti-vente max. Je préfère que ça soit mes clients qui parlent de moi plutôt que moi parler de moi, tu vois. Genre, ça, c'est le genre de punchline que j'adore sortir. Et derrière, tu sais que, voilà, il y a tellement ce transfert de confiance où, pour quelle raison, tu vois, ces personnes en qui elle a confiance, avec qui elle a bossé, lui conseillerait quelqu'un dont ils n'ont pas été satisfaits du travail. Donc là, tu sais, après, tu as juste à valider le deal quand c'est le bon moment, tu vois. Son année, il faut se Ouais, faire il y en a. Ça acheter, il se faut se faire travaille, comme acheter, tu il dis, il faut y a pas des vendre. stratégies pour le mettre en place. Ah, En gros,
tout est une question de temps, énergie et donc de focus et d'argent. Et quand tu vas faire du cold call, bah, qu'est-ce que ça va te demander? Ça va te demander de recruter des personnes qui vont faire ça va te demander de créer des SOP, ça va te demander de faire l'onboarding, ça va te demander de les payer, ça va te demander tout ça. Et ça, c'est vraiment un temps précieux. Derrière, comme l'a dit Massy très très bien, c'est que tu vas détruire 95% du marché que tu es en train de contacter. Tu en auras 5, peut-être qui vont 5% sur le marché, qui vont peut-être accepter des deals, mais les 95 autres, jamais de la vie, ils te feront confiance parce qu'ils ont été agressés, entre guillemets, par ça. VS, sur une stratégie ou en mode, tu vas créer du contenu, donc tu vas mettre ton attention, tu vas mettre peut-être de l'argent sur du montage, sur un ghostwriter, tu vas produire 4 fois plus, tu vas mettre des systèmes et des process en place pour aller diffuser ton message à plus de monde, tu vas peut-être investir dans de la publicité, mieux faire ton funnel, ta VSL, que sais-je. Ton temps, ton focus, tu le mets sur un truc qui va te rapporter du cash long terme. Et ça, c'est sous-côté. Et derrière le setting inbound, tu vas vraiment l'utiliser et ça aura tout son sens en fait. C'est là où tu auras beaucoup plus de résultats. Donc 100%, je te rejoins Massy, c'est très pertinent. Yes. Voilà, Ok, ça fera pas messieurs, plaisir on à est tout le pas monde mal. d'entendre ça et ça fait l'ami, quoi. Excusez-moi, on a un petit décalage. Vas-y, Mais bien Miguel. sûr. Ouais, pas de souci. Non, mais c'est tout le propos de ce podcast aussi, c'est de partager des insights avec nos différents backgrounds sur les industries dans lesquelles on est. Et forcément, on n'est pas là pour dire que des platitudes, on est là pour dire du concret, ce qu'on a constaté, et ce qu'on a constaté va faire plaisir ou moins plaisir à certaines personnes, et c'est complètement OK. D'ailleurs, ce qui serait super intéressant, ça serait que ceux qui regardent là, ce podcast puissent poser un petit peu des questions. Parce que ce podcast, encore une fois, il est assez beau fou. Si tu n'es pas un minimum avancé en termes de business en ligne et que ce n'est pas des choses qui t'intéressent, a priori, tu n'es pas encore là en train de nous écouter. Mais par contre, si tu es encore là, ça veut dire que ce qu'on peut partager peut être pertinent pour toi. Donc, n'hésite pas à mettre une petite question ou deux sur des thématiques qui t'intéresseraient ou d'avoir un avis. Voilà, avec le côté B2C, le côté B2B, ça peut être super intéressant et ça permettra d'orienter les prochains podcasts. Qui veut le mot de la fin, les gars, pour qu'on boucle cette première Massy, entrevue? c'est Moi, Massy. Allez, Massi. là, Lâche-nous une punchline, Massi, là, pour la fin, là. comment vous voulez que je finisse ça? Je peux pas après vous. Je reste humble et plein d'humilité. J'étais avec de grands messieurs aujourd'hui, je suis pressé qu'on se revoie la semaine prochaine, mais en gros, le mot de la fin, ce serait la première chose à penser dans votre business, bizarrement, c'est de pas penser à votre business et c'est plutôt de regarder le trou du cul de votre marché. Parce que il y a que lui qui sait exactement, mais vraiment avec précision, ce dont il a besoin. Vous pouvez faire des hypothèses du matin au soir, tout le monde s'en bat les couilles. Parce que vos hypothèses, c'est jamais la certitude et c'est jamais la réelle vérité. La réelle vérité, elle est dans la bouche de vos clients, donc arrêtez de penser, allez directement leur demander et construisez vos services avec eux et pas dans votre coin pour eux. Écoute, Bon, c'était mon inspi. nickel. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Ok. Tombez pas dans le dogme. Tombez pas trop amoureux de votre business. C'est exactement ça. Les gens tombent plus souvent amoureux de leur business alors qu'ils doivent tomber amoureux du problème de leur prospect et de comment le résoudre de la meilleure façon. Et tu l'as tellement bien posé que ça fera un chance. Bon, ouais, c'est Messieurs, moi aussi sur sympa. ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. On se retrouve jeudi prochain. Ciao, ciao. Ciao l'équipe.